Le soleil automnal de la Bourgogne baignait les vignobles de teinte dorée, ce jour d'octobre 2019. Des engins de chantier déchiraient la terre fertile à la périphérie de Dijon, préparant l'extension d'une route nationale. La poussière ocre s'élevait dans l'air frais, tandis que Philippe Moreau, conducteur d'excavatrice depuis 30 ans, accomplissait sa routine quotidienne. Ses gestes étaient mécaniques, presque distraits, jusqu'à ce que la mâchoire métallique de sa machine heurte quelque chose qui n'était pas de la simple terre. « J'ai tout de suite su que c'était différent », racontera-t-il plus tard aux enquêteurs. Le son, la résistance, quelque chose n'allait pas. Il descendit de sa cabine, son cœur battant légèrement plus vite. Le ciel s'assombrissait déjà, annonçant l'arrivée précoce du crépuscule automnal. Philippe s'approcha de l'excavation et aperçut d'abord un éclat argenté parmi la terre fraîchement remuée. En s'agenouillant, ses doigts tremblants dégagèrent un bracelet délicatement ciselé. La lumière déclinante révéla une inscription. Hélène Bertrand. À côté, dispersés dans la terre, des fragments d'étoffe, ce qui semblait être les restes d'une monture de lunettes. Et plus loin, un stylo-plume d'un autre temps. Philippe se releva lentement, une sensation glaciale parcourant son échine malgré la douceur de cette fin de journée. Ces objets n'avaient rien à faire là, enfouis à près d'1 mètre sous la surface d'un terrain jamais bâti, à la lisière d'un petit bois que les anciens du village appelaient le bois des ombres. Ce jour-là, sans le savoir, Philippe venait de déterrer les premiers indices d'une affaire qui hantait la région depuis 42 ans, la disparition d'Hélène Bertrand. Remontons le temps jusqu'au vendredi 14 octobre 1977. La France vibrait encore aux derniers échos des années 70. À Dijon, capitale de la Bourgogne, les feuilles rousses tapissaient les allées du parc de la Colombière. Cette année-là, l'automne s'était installé précocement, enveloppant la ville dans une mélancolie dorée que les Dijonnais connaissaient bien. Au lycée Henri IV, l'une des institutions les plus respectées de la ville, Hélène Bertrand terminait son cours sur la Révolution française. « N'oubliez pas que l'histoire n'est jamais écrite définitivement », avait-elle conclu ce jour-là, une phrase que ses élèves se rappelleraient longtemps après, tant elle prendrait une résonance particulière. À 42 ans, Hélène incarnait une génération de femmes qui avaient conquis leur indépendance. Divorcée depuis 5 ans d'un mari décrit par ses proches comme effacé mais possessif, elle vivait seule dans un appartement de la rue Buffon à 10 minutes à pied du lycée. Grande, élancée, ses cheveux châtains coupés au carré encadraient un visage aux traits fins qu'éclairaient des yeux d'un vert profond, toujours souligné par des lunettes à monture écaille qui lui donnaient cet air d'intellectuel passionné. Elle n'était pas comme les autres professeurs, témoignera plus tard Martine Dufour, l'une de ses anciennes élèves. Elle nous parlait d'égal à égal, nous poussait à remettre en question les récits officiels. Elle était fascinante, mais je me souviens aussi qu'elle semblait porter une certaine mélancolie. Ce soir-là, Hélène avait accepté l'invitation de ses collègues pour un dîner au restaurant Le Clos des Vignes, établissement réputé, situé à une 15aine de kilomètres de Dijon, sur la route des Grands Crus. Ils étaient 6 enseignants à s'être retrouvés autour d'une table en chêne massif, dans la salle aux poutres apparentes où flottait l'odeur réconfortante d'un feu de cheminée. C'était une soirée ordinaire, se souvient Jacques Mercier, alors professeur de mathématiques. Nous parlions de la rentrée, des élèves difficiles, de la politique éducative du nouveau gouvernement. Hélène participait à la conversation, mais avec une certaine réserve. Elle semblait préoccupée. Le repas s'était étiré jusqu'à près de 23 heures. Une pluie fine avait commencé à tomber, voilant les vignobles de brume. Les témoignages concordent. Hélène avait refusé l'offre de covoiturage de Claude Lefort, professeur de français qui habitait non loin de chez elle. Elle m'a dit qu'elle voulait faire un détour, peut-être passer voir quelqu'un, expliquera-t-il aux gendarmes. Elle a insisté pour prendre sa propre voiture, une Renault 5 orange. La dernière image que j'ai d'elle, c'est son silhouette s'éloignant sous la pluie, vers le parking. Ce fut la dernière fois qu'Hélène Bertrand fut vue vivante. Le lendemain matin, samedi, Marie Thibault, sa voisine et amie, s'inquiéta de ne pas voir de lumière dans l'appartement d'Hélène.
Elles avaient prévu d'aller ensemble au marché. Après plusieurs coups de téléphone sans réponse, Marie contacta Jean-Paul, le frère d'Hélène, qui vivait à Beaune, à une trentaine de kilomètres. « Ma sœur était ponctuelle, organisée », témoignera-t-il plus tard. « Quand Marie m'a appelé, j'ai tout de suite su que quelque chose n'allait pas. » La journée s'écoula en appels téléphoniques anxieux. À 18 heures, n'y tenant plus, Jean-Paul signala la disparition de sa sœur à la gendarmerie de Dijon. L'inquiétude se lisait sur son visage émacié lorsqu'il décrivit Hélène aux officiers. Elle ne serait jamais partie sans prévenir, ce n'est pas son genre. Les premières recherches commencèrent le dimanche. Les collègues d'Hélène furent interrogés, son appartement visité. Tout semblait en ordre, la vaisselle propre dans l'égouttoir, un livre de Marguerite Yourcenar, ouvert sur la table de chevet, des copies d'élèves soigneusement annotées sur son bureau. Dans sa salle de bain, sa brosse à dents, son parfum Chanel No. 19, ses médicaments contre l'asthme. Rien ne manquait, rien n'indiquait un départ volontaire. C'était comme si elle était sortie pour quelques heures et devait rentrer d'un moment à l'autre, raconta l'adjudant-chef Rivière, chargé de l'enquête. Le lundi 17 octobre, à l'aube, un promeneur fit une découverte qui allait orienter l'enquête. La Renault 5 orange d'Hélène était stationnée sur un chemin forestier à la lisière du Bois des Ombres, à environ 5 kilomètres du restaurant où elle avait dîné. La voiture était verrouillée, parfaitement garée. À l'intérieur, son sac à main contenant son portefeuille, ses papiers et même quelques billets de banque. Son imperméable beige était soigneusement plié sur le siège passager. Mais d'Hélène, nulle trace. Les gendarmes organisèrent immédiatement une battue dans le bois environnant. Des chiens pisteurs furent amenés, suivant une piste qui s'enfonçait dans la forêt avant de se perdre près d'un petit ruisseau. La pluie du vendredi soir avait effacé la plupart des indices potentiels. C'était comme si elle s'était évaporée, confia l'un des gendarmes aux journalistes qui commençaient à s'intéresser à l'affaire. L'enquête s'intensifia. On interrogea les habitants des villages voisins, les clients et le personnel du restaurant. On vérifia les appels téléphoniques d'Hélène. On fouilla son passé. Quelques éléments intrigants émergèrent. Depuis environ 6 mois, Hélène semblait différente selon ses proches. Plus réservée, parfois tendue. Marie Thibault rapporta l'avoir entendue plusieurs fois au téléphone parlant à voix basse. Quand je lui demandais qui c'était, elle changeait de sujet ou prétextait un appel professionnel. Jean-Paul mentionna qu'Hélène lui avait confié, lors de leur dernier déjeuner ensemble, 2 semaines avant sa disparition, qu'elle réfléchissait à des changements importants dans sa vie, sans préciser lesquels. Plus troublant, Claude Lefort, le collègue qui lui avait proposé le covoiturage, révéla qu'Hélène lui avait montré, quelques jours avant le dîner, une lettre anonyme qu'elle avait reçue. C'était un message découpé dans des journaux, dans le style des films policiers, raconta-t-il. Je me souviens qu'elle avait ri en disant que quelqu'un avait un drôle de sens de l'humour. Mais son rire sonnait faux. Malheureusement, cette lettre ne fut jamais retrouvée dans l'appartement d'Hélène. Une autre piste émergea lorsque les enquêteurs découvrirent que Robert Bertrand, l'ex-mari d'Hélène, avait tenté de la contacter à plusieurs reprises dans les semaines précédant sa disparition. Vivant désormais à Lyon, il fut interrogé, mais fournit un alibi solide pour la nuit du 14 octobre. Il était en voyage d'affaires à Marseille, fait confirmer par plusieurs témoins. Alors que l'enquête piétinait, la presse commença à s'emparer de l'affaire. Le Bien public, quotidien local, titrait « Mystérieuse disparition d'une professeure dijonnaise ». France Soir évoquait « L'énigme du Bois des Ombres ». Des théories commencèrent à circuler. Fugue, suicide, enlèvement, crime passionnel. L'une des hypothèses les plus troublantes vint d'un ancien élève d'Hélène, Thomas Vidal, qui affirma aux gendarmes « Madame Bertrand m'avait confié qu'elle travaillait sur un livre d'histoire locale, quelque chose en rapport avec des événements de l'occupation. Elle disait avoir découvert des documents compromettants pour certaines familles de la région. Cette piste fut explorée, mais l'appartement d'Hélène ne révéla aucun manuscrit. Aucune note substantielle sur un tel projet, juste quelques livres sur l'histoire de la Bourgogne pendant la Seconde Guerre mondiale dans sa bibliothèque bien fournie.
Les semaines passèrent, puis les mois. Les recherches s'espacèrent. L'hiver 1977 recouvrit la Bourgogne d'un manteau de neige particulièrement épais, rendant impossible de nouvelles battues dans les bois environnants. En avril 1978, le dossier fut reclassé en affaire non résolue sans être formellement clos. La disparition d'Hélène Bertrand devint l'un de ces mystères qui nourrissent les conversations locales pendant des années, avant de s'effacer lentement des mémoires collectives. Sauf pour certains. Jean-Paul Bertrand n'abandonna jamais. Chaque année, à la date anniversaire de la disparition de sa sœur, il plaçait une annonce dans le bien public. « Hélène, où que tu sois, nous ne t'oublions pas. » Il fit imprimer des affiches, consulta des médiums, suivit des pistes improbables jusqu'en Suisse et en Italie. En vain. Marie Thibault garda intact l'appartement d'Hélène pendant près de 2 ans, avant que la famille ne se résigne à le vider et à le vendre. Elle conserva précieusement quelques objets, un foulard en soie, un recueil de poésie de René Char, avec des annotations dans les marges, une photographie d'Hélène prise lors d'une excursion à Vézelay, son sourire lumineux contrastant avec la gravité de ses yeux. Les élèves d'Hélène de cette année 1977 poursuivirent leur vie avec le souvenir de cette professeure pas comme les autres, qui leur avait appris à questionner l'histoire officielle. Certains devinrent enseignants à leur tour, inspirés par son approche pédagogique novatrice. Et puis, il y avait cet autre souvenir, celui que personne ne connaissait encore, enfoui dans la conscience d'un homme qui, chaque nuit depuis 42 ans, revivait ce vendredi pluvieux d'octobre 1977. Un homme qui avait construit une vie apparemment normale, devenant même un notable respecté de sa petite communauté. Un homme qui, en 2019, à l'annonce de la découverte d'objets appartenant à Hélène Bertrand sur le chantier routier, sentit le fragile édifice de son existence s'effondrer. Car dans cette terre bourguignonne si fertile, les secrets, comme les grands vins, peuvent rester enfouis des décennies avant de révéler leur véritable nature. Ce bracelet argenté, portant le nom d'Hélène Bertrand, allait finalement faire parler celui qui savait. Celui qui, depuis cette nuit d'octobre 1977, marchait dans l'ombre d'un crime que personne n'avait encore élucidé. Un crime né non pas de la haine ou de la cupidité, mais d'une obsession adolescente qui avait mal tourné, d'un amour inapproprié et d'une rencontre nocturne qui n'aurait jamais dû avoir lieu à la lisière du Bois des Ombres. Mais n'anticipons pas. Pour comprendre comment le destin d'Hélène Bertrand s'est scellé cette nuit-là, il nous faut d'abord explorer les jours qui ont précédé sa disparition et les vies qui se sont tragiquement entrecroisées dans cette Bourgogne automnale de 1977. Partie 2. Le silence tomba sur Dijon comme un linceul. Dans les jours qui suivirent la découverte de la voiture d'Hélène Bertrand, un sentiment d'incrédulité flottait dans l'air automnal. Le lycée Henri IV, où elle enseignait avec tant de passion, devint l'épicentre d'une onde de choc qui se propagea dans toute la ville. Nous avons d'abord organisé une cellule d'écoute pour les élèves, raconta plus tard Gérard Mounier, alors proviseur de l'établissement. Beaucoup pleuraient, d'autres restaient silencieux, comme si le langage même les avait abandonnés face à l'incompréhensible. Dans la salle des professeurs, le fauteuil d'Hélène demeura vide pendant des semaines. Personne n'osait y prendre place, comme si cet espace préservé maintenait vivante l'espoir de son retour. On y déposa des fleurs, puis des messages, transformant ce simple siège en mémorial improvisé. Pour Jean-Paul Bertrand, le frère d'Hélène, les premiers mois furent un tourbillon d'émotions contradictoires. L'espoir et le désespoir alternaient au rythme des appels téléphoniques, des rumeurs et des fausses pistes. Je dormais avec le téléphone à côté de mon oreiller, confia-t-il à un journaliste du bien public 1 an après la disparition. Chaque sonnerie faisait bondir mon cœur. J'ai développé cette capacité étrange à être instantanément alerte, même arraché du sommeil le plus profond. Cette vigilance constante m'a épuisé. Sa femme, Sylvie, se souvient. Jean-Paul a vieilli de 10 ans en quelques mois. Ses cheveux ont blanchi aux tempes. Il passait des heures dans son bureau, à relire les coupures de presse, à annoter des cartes, à appeler d'anciens élèves d'Hélène.
Notre maison est devenue une sorte de quartier général non officiel pour l'enquête. Les parents d'Hélène et Jean-Paul, déjà âgés en 1977, supportèrent difficilement cette épreuve. Leur père, ancien résistant et professeur d'histoire comme sa fille, s'éteignit 6 mois après sa disparition. « Il est mort d'un cœur brisé », affirma sobrement Jean-Paul lors des funérailles. Leur mère, Catherine, sombra progressivement dans une forme de démence précoce, appelant sa fille, dans ses moments de lucidité, la croyant simplement en voyage dans ces périodes de confusion. Pour Marie Thibault, la voisine et amie d'Hélène, la culpabilité devint une compagne quotidienne. « Si j'avais insisté pour l'accompagner à ce dîner, si j'avais appelé la police dès le samedi matin, si j'avais prêté plus attention à ses changements d'humeur ces derniers mois, ces si la tourmentèrent pendant des années, l'amenant même à consulter un psychiatre en 1979. Les collègues d'Hélène furent tous interrogés à plusieurs reprises. Claude Lefort, particulièrement affecté par la disparition, démissionna de son poste l'année suivante. « Je ne supportais plus de passer devant sa salle de classe », expliqua-t-il. Chaque couloir, chaque recoin du lycée me rappelait Hélène. Son absence était paradoxalement plus présente que bien des personnes en chair et en os. La communauté dijonnaise, d'abord sous le choc, se mobilisa. Des affiches avec le portrait d'Hélène fleurirent dans toute la ville. Un groupe de bénévoles, principalement des parents d'élèves et d'anciens étudiants, organisa des battues régulières dans le bois des Ombres et ses environs. Les vignerons locaux ouvrirent leurs caves et dépendances pour des fouilles systématiques. L'affaire prit une tournure médiatique nationale lorsque l'émission Avis de recherche consacra un segment à Hélène en février 1978. Les témoignages affluèrent. Une serveuse de café à Beaune croyait l'avoir servi. Un pompiste de l'autoroute A6 pensait l'avoir aperçue en compagnie d'un homme âgé. Une lettre anonyme suggérait qu'elle s'était réfugiée dans un monastère près de Cluny. Chaque piste fut explorée méticuleusement par l'adjudant-chef Rivière et son équipe. Chacune mena à une impasse. L'enquête sur la disparition d'Hélène Bertrand fut l'une des plus frustrantes de ma carrière, confessa Rivière des années plus tard, après sa retraite. Nous avions des éléments, des indices, même des suspects potentiels. Mais chaque fois que nous pensions tenir un fil, il se rompait entre nos doigts. Les premières investigations se concentrèrent sur l'entourage immédiat d'Hélène. Son ex-mari, Robert, bien qu'ayant un alibi solide, fut longuement interrogé. Les enquêteurs découvrirent qu'il avait récemment entrepris une procédure pour réduire sa pension alimentaire, ce qui avait provoqué quelques échanges tendus avec Hélène. Robert Bertrand n'était pas un suspect idéal, mais nous devions explorer cette piste, expliqua le lieutenant Moreau, adjoint de Rivière. Ses appels répétés à Hélène dans les semaines précédant sa disparition nous intriguaient. Il prétendait vouloir discuter de questions financières, mais certains témoins nous ont rapporté qu'il souhaitait en réalité renouer avec elle. Une analyse approfondie des relevés téléphoniques d'Hélène révéla un élément intrigant. Plusieurs appels vers un numéro non identifié dans la région de Beaune. Ces appels, toujours brefs, avaient lieu généralement en fin de soirée. Nous avons fini par découvrir que ce numéro appartenait à une cabine téléphonique située près de la gare de Beaune, poursuivit Moreau. Impossible de savoir qui elle appelait ou qui l'appelait pour qu'elle rappelle à ce numéro. Cette piste s'évanouit faute d'éléments concrets. L'hypothèse d'un travail historique sensible sur l'occupation, évoquée par l'ancien élève Thomas Vidal, fut approfondie. Les enquêteurs découvrirent qu'Hélène avait effectivement consulté des archives départementales à plusieurs reprises au cours de l'année 1977. Elle s'intéressait particulièrement aux relations entre certaines familles influentes de la région et l'administration de Vichy. Cette piste nous semblait sérieuse, admit Rivière. La Bourgogne, comme d'autres régions, avait ses secrets inavouables concernant cette période. Des collaborateurs devenus notables après la guerre, des fortunes bâties sur des spoliations, des trahisons oubliées. Mais sans les notes d'Hélène, impossible de savoir exactement ce qu'elle avait découvert, ni même si cela avait un rapport avec sa disparition.
Une perquisition au domicile des parents d'Hélène à Beaune permit de retrouver quelques carnets où elle avait consigné des réflexions éparses sur ses recherches, mais rien d'assez précis ou compromettant pour justifier un crime. Parallèlement, la vie reprenait son cours à Dijon. La rentrée scolaire 1978 vit arriver une nouvelle professeure d'histoire au lycée Henri IV. Les élèves d'Hélène passèrent leur baccalauréat, puis s'éparpillèrent vers leurs destins respectifs. La Renault 5 Orange, après avoir été minutieusement examinée par les experts de la police scientifique, fut restituée à la famille puis vendue. En mai 1979, après 18 mois d'enquête active, le dossier fut officiellement classé non résolu. Les recherches se poursuivraient en cas de nouvel élément, mais les ressources dédiées à l'affaire furent considérablement réduites. Jean-Paul Bertrand accueillit cette décision avec une rage contenue. « Ils abandonnent », déclara-t-il à Marie Thibault lors d'un café partagé à la terrasse du café de la préfecture. « Ils renoncent à découvrir la vérité sur Hélène. Mais pas moi. Jamais. » Fidèle à sa parole, il consacra une part importante de ses économies et de son temps à poursuivre les recherches. Il embaucha même un détective privé, ancien policier parisien, qui reprit méthodiquement chaque élément du dossier. Ce fut ce détective, Marcel Fabre, qui découvrit un témoignage négligé par l'enquête officielle. Une habitante du hameau de Pré-Saint-Martin, situé à environ 3 km du Bois des Ombres, avait signalé avoir entendu un cri de femme, bref mais perçant, vers minuit, cette fameuse nuit d'octobre 1977. Son témoignage, consigné par un jeune gendarme, avait été jugé trop vague et imprécis pour être exploité. Fabre retrouva cette femme, Madeleine Dumont, alors âgée de 82 ans. Sa mémoire restait vive concernant cette nuit-là. « J'ai toujours eu le sommeil léger », raconta-t-elle au détective. « Cette nuit-là, la pluie tambourinait sur les tuiles. J'étais réveillée, inquiète pour mes poules. Et puis, j'ai entendu ce cri. Ça venait de la direction du bois. Un seul cri, comme si quelqu'un avait été surpris, puis plus rien. J'ai pensé à un animal peut-être, mais au fond de moi, j'ai su que c'était humain. » Fabre tenta de relancer l'enquête avec ce témoignage, mais les autorités restèrent sceptiques. Trop de temps s'était écoulé. La zone avait été fouillée à plusieurs reprises, sans résultat. Les années 1980 apportèrent leur lot de changements à Dijon et ses environs. Le vignoble s'étendait, grignotant peu à peu les terres agricoles. Le lycée Henri IV fut rénové, sa façade centenaire nettoyée, effaçant symboliquement une partie des souvenirs qui y étaient attachés. Un nouveau commissaire remplaça celui qui avait supervisé l'enquête initiale. Les gendarmes impliqués furent mutés vers d'autres régions. Jean-Paul Bertrand poursuivit sa quête personnelle, avec une obstination qui força le respect même de ceux qui considéraient sa démarche comme vaine. Chaque année, le 14 octobre, il organisait une marche silencieuse du restaurant Le Clos des Vignes jusqu'au Bois des Ombres, suivant symboliquement le dernier trajet connu de sa sœur. Au début, ils étaient une cinquantaine. En 1985, ils n'étaient plus que 12. « Je continuerai, même seul », affirmait-il aux rares journalistes qui couvraient encore l'événement. Marie Thibault, restée proche de Jean-Paul, l'accompagnait fidèlement dans cette commémoration annuelle. En 1987, elle lui présenta Lucie Vaillant, une jeune journaliste fraîchement diplômée qui souhaitait écrire un livre sur les affaires non résolues de Bourgogne. « Au début, j'ai hésité », avoua plus tard Jean-Paul. Tant d'articles avaient été écrits, tant de théories lancées, puis abandonnées, mais il y avait quelque chose chez Lucie, une rigueur, une empathie sincère. J'ai décidé de lui faire confiance. Cette rencontre marqua un tournant. Lucie, avec son regard neuf et ses méthodes journalistiques modernes, reprit l'enquête depuis le début. Elle réinterrogea tous les témoins encore vivants, consulta l'intégralité du dossier grâce à des contacts au tribunal, et surtout, établit une chronologie minutieuse des semaines précédant la disparition d'Hélène. Son livre « L'énigme du Bois des Ombres », publié en 1989, devint un best-seller régional. Sans résoudre l'affaire, il la remit en lumière, soulignant plusieurs incohérences dans l'enquête originale et suggérant de nouvelles pistes.
Lucie identifiait notamment 3 éléments négligés. Les recherches historiques d'Hélène sur l'occupation, une possible relation secrète suggérée par les appels à la cabine téléphonique de Beaune, et surtout, un témoignage ignoré d'un élève qui affirmait avoir aperçu sa professeure discutant avec un homme inconnu près du lycée la veille de sa disparition. Cet homme n'était ni jeune ni vieux, avait déclaré l'élève. Il portait un costume sombre et semblait en colère. Madame Bertrand agitait les mains comme pour l'apaiser. Ce témoignage, consigné puis écarté par les enquêteurs car jugé trop vague, prenait une nouvelle dimension dans l'analyse de Lucie. Elle le reliait aux appels mystérieux et aux recherches historiques pour esquisser l'hypothèse qu'Hélène aurait pu être menacée par quelqu'un craignant des révélations sur le passé. Le succès du livre provoqua un regain d'intérêt pour l'affaire. La gendarmerie, sous pression médiatique, accepta de rouvrir partiellement le dossier. De nouveaux témoins se manifestèrent, dont un viticulteur qui se souvenait avoir croisé une Renault 5 orange sur un chemin forestier bien avant minuit cette nuit-là, contredisant la chronologie établie. Mais cet élan s'essouffla rapidement. Sans éléments matériels nouveaux, l'enquête piétina à nouveau. Les années 1990 virent la modernisation des méthodes d'investigation. L'ADN, les bases de données informatisées, les profils psychologiques. Ces outils, qui auraient pu faire avancer l'enquête sur Hélène, arrivèrent trop tard. Les preuves, si elles avaient existé, s'étaient détériorées ou avaient disparu. Jean-Paul Bertrand, vieillissant, ne renonça jamais. Mais sa quête prit une tournure plus spirituelle. « Je ne cherche plus seulement à savoir ce qui est arrivé à Hélène », confia-t-il à Lucie lors d'un entretien en 1995. « Je cherche à comprendre pourquoi. Pourquoi elle? Pourquoi ce jour-là? Pourquoi ce silence absolu pendant toutes ces années ?» Marie Thibault s'éteignit paisiblement en 1998, emportant avec elle les souvenirs de son amitié avec Hélène. Avant sa mort, elle remit à Jean-Paul une boîte contenant des photographies et quelques lettres qu'Hélène lui avait envoyées lors de vacances. « Ces lettres révèlent une Hélène que peu connaissait », expliqua Jean-Paul. Sous la professeure rigoureuse se cachait une femme sensible, parfois mélancolique, qui s'interrogeait sur le sens de sa vie. Dans sa dernière carte postale, envoyée de Venise 6 mois avant sa disparition, elle écrivait « Parfois je me demande si nos vies suivent un chemin tracé ou si nous pouvons véritablement choisir notre destin. » À l'aube du nouveau millénaire, l'affaire Bertrand semblait vouée à rejoindre ces mystères, jamais résolus, qui hantent l'histoire criminelle française. L'adjudant-chef Rivière, principal enquêteur, prit sa retraite en 2001, admettant que ce dossier restait la plus grande frustration de sa carrière. Le Bois des Ombres lui-même changea. Une tempête dévastatrice en 1999 abattit près d'un tiers de ces arbres centenaires. Le chemin forestier où la voiture d'Hélène avait été retrouvée fut élargi, asphalté, devenant une route secondaire reliant 2 villages autrefois isolés. Le restaurant Le Clos des Vignes changea plusieurs fois de propriétaire avant d'être transformé en hôtel de charme en 2005. Peu de clients connaissaient son lien avec la célèbre disparition. Au lycée Henri IV, une nouvelle génération d'enseignants et d'élèves ignorait jusqu'à l'existence d'Hélène Bertrand. Son nom subsistait uniquement sur une plaque discrète dans la bibliothèque, inaugurée pour le 20e anniversaire de sa disparition. En mémoire d'Hélène Bertrand, qui nous apprit que l'histoire n'est jamais écrite définitivement. Jean-Paul, désormais septuagénaire, ralentit progressivement ses recherches actives. Sa santé déclinait, mais son esprit restait vif. Il consacra ses dernières énergies à la rédaction d'un mémoire sur sa sœur, un portrait intime et touchant qui dépassait le cadre de la disparition pour célébrer une vie. « Hélène n'était pas qu'une énigme, une affaire non résolue », écrivait-il. Elle était une femme brillante, une enseignante dévouée, une sœur aimante. Pendant trop longtemps, sa disparition a éclipsé sa vie. Je souhaite rétablir l'équilibre. Ce mémoire, publié à compte d'auteur en 2010, toucha profondément Lucie Vaillant, devenue entre-temps une journaliste d'investigation reconnue.
Elle décida de produire un documentaire radio sur l'affaire intitulé « Le silence du bois des ombres », diffusé sur France Culture en 2011. Ce documentaire raviva l'intérêt pour l'affaire, touchant une nouvelle génération qui n'en avait jamais entendu parler. Parmi les auditeurs se trouvait Marc Rivière, fils de l'ancien adjudant-chef, devenu lui-même lieutenant de police à Lyon. « Le dossier de la disparition d'Hélène Bertrand a bercé mon enfance », raconta-t-il à Lucie. « Mon père en parlait souvent, surtout les soirs où il rentrait frustré d'une journée d'enquête infructueuse. Cette affaire a en quelque sorte façonné ma vocation. » Marc proposa à Lucie de réexaminer l'affaire avec un regard moderne. Grâce à ses contacts, il obtint l'autorisation de consulter l'intégralité du dossier archivé. Il découvrit que certains prélèvements effectués dans la voiture d'Hélène avaient été conservés, bien que jamais analysés avec les techniques modernes. Ces échantillons, principalement des fibres textiles et quelques cheveux, furent soumis à une analyse ADN en 2012. Les résultats confirmèrent la présence d'Hélène dans son propre véhicule, une évidence, mais révélèrent également la présence d'un ADN masculin inconnu. Cette découverte était potentiellement significative, expliqua Marc Rivière. Malheureusement, cet ADN ne correspondait à aucun profil dans la base nationale, et après tant d'années, il était impossible de déterminer si cette présence était liée à la disparition ou simplement à un contact antérieur innocent. L'espoir suscité par cette découverte s'estompa rapidement. Sans éléments nouveaux, l'affaire retomba dans l'oubli relatif qui était devenu son état habituel. Jean-Paul Bertrand s'éteignit paisiblement en février 2018, à l'âge de 87 ans. Sa dernière volonté fut que ses cendres soient dispersées à la lisière du bois des ombres. Pour veiller sur Hélène, où qu'elle soit, précisa-t-il dans son testament. La cérémonie, simple et émouvante, rassembla une poignée de proches et quelques personnes qui avaient été touchées par sa quête inlassable. Lucie Vaillant y prononça un éloge funèbre poignant, promettant que la mémoire d'Hélène vivrait tant que quelqu'un se souviendrait de son nom et s'interrogerait sur son destin. Personne, ce jour-là, n'aurait pu imaginer que moins de 2 ans plus tard, le destin offrirait enfin une réponse. Le 8 octobre 2019, lorsque la mâchoire métallique de l'excavatrice de Philippe Moreau heurta ce qui n'était pas de la simple terre, l'affaire Bertrand sortit brutalement de son hibernation de 42 ans. Le bracelet argenté portant l'inscription « Hélène Bertrand » fut immédiatement identifié par les gendarmes appelés sur le chantier. Les fragments de monture de lunettes correspondaient à la description de celle qu'Hélène portait habituellement. Le stylo-plume, un modèle Parker que Jean-Paul avait mentionné comme cadeau offert à sa sœur pour ses 40 ans, acheva de confirmer l'identification. Ces objets étaient enterrés à environ 1 mètre de profondeur, précisa le lieutenant Keller, chargé des premières constatations. Dans une zone qui n'avait jamais été fouillée lors de l'enquête originale, car elle se trouvait à l'époque sur une propriété privée, clôturée et inaccessible sans mandat. Cette propriété, un ancien domaine viticole appartenant à la famille Valmont, avait été exproprié en 2015 pour permettre l'extension de la route nationale. Le terrain était resté en friche depuis, jusqu'au début des travaux en septembre 2019. La découverte de ces objets change fondamentalement la nature de l'enquête, déclara le procureur de Dijon lors d'une conférence de presse qui attira les médias nationaux. Nous ne parlons plus d'une disparition, mais très probablement d'un homicide. Une équipe dédiée a été constituée pour reprendre l'affaire depuis le début. Les moyens déployés furent à la hauteur de l'émotion suscitée par cette découverte. Le chantier fut immédiatement suspendu. Une tente médico-légale fut érigée. Des archéologues spécialisés dans les fouilles criminelles furent appelés en renfort. Dans les jours qui suivirent, la zone fut minutieusement explorée, centimètre par centimètre. D'autres objets émergèrent de la terre. Un pendentif en forme de chouette que Jean-Paul identifia comme ayant appartenu à sa sœur, une boucle de ceinture, et plus significativement, un carnet dont les pages, bien que gravement endommagées par l'humidité, portaient encore des traces d'écriture. Les techniques modernes de restauration et d'imagerie permirent de récupérer partiellement le contenu de ce carnet. Il s'agissait bien des notes d'Hélène concernant ses recherches historiques.
Les fragments déchiffrés confirmaient qu'elle s'intéressait à la période de l'occupation, plus particulièrement aux activités d'une famille influente de la région, les Valmont. C'est un lien troublant, admit le lieutenant Keller. Les objets d'Hélène ont été retrouvés sur une ancienne propriété des Valmont, et ces notes concernaient justement cette famille. Cette coïncidence est trop importante pour être ignorée. La famille Valmont, autrefois puissante dans la région, avait connu un déclin progressif depuis les années 1980. Le domaine viticole avait été vendu par parcelles. Le dernier membre portant ce nom, Édouard Valmont, vivait désormais dans une maison de retraite de Beaune. C'est là que les enquêteurs le trouvèrent, âgé de 93 ans, l'esprit encore alerte malgré sa fragilité physique. À leur grande surprise, il les accueillit avec un soulagement manifeste. « Je vous attendais », furent ses premiers mots. « Depuis que j'ai appris aux informations ce qu'on avait trouvé sur l'ancien domaine, je savais que vous viendriez me voir. » Ce que révéla Édouard Valmont ce jour-là ouvrit un nouveau chapitre dans l'affaire Bertrand. Un chapitre qui reliait le passé trouble de la Bourgogne pendant l'occupation, les recherches historiques d'Hélène et un secret de famille préservé pendant des décennies. « Je n'ai pas tué cette femme », affirma-t-il d'une voix tremblante. « Mais je sais qui l'a fait. Et pourquoi ? C'est une histoire qui commence bien avant sa naissance, pendant les heures les plus sombres de notre pays. Une histoire que mon fils a voulu effacer à tout prix. » Alors que le soleil automnal de 2019 se couchait sur les vignobles de Bourgogne, la vérité enfouie depuis 42 ans commençait enfin à émerger, comme le vin précieux qui dort dans les caves avant de révéler sa véritable nature. L'énigme du bois des ombres allait enfin livrer ses secrets. La confession d'Édouard Valmont résonna dans la petite chambre de maison de retraite comme un écho longtemps contenu. À 93 ans, le vieil homme semblait porter le poids d'un secret devenu trop lourd pour ses épaules voûtées. « Mon fils, Antoine, a croisé le chemin d'Hélène Bertrand au printemps 1977. » commença-t-il d'une voix qui gagnait en assurance à mesure que les mots s'écoulaient. Elle était venue consulter des archives familiales que nous conservions encore au domaine. Des documents sur la période 1940-1944. Le lieutenant Keller et sa collègue, la capitaine Clara Dumas, écoutaient attentivement, enregistrant ce témoignage inattendu. Clara, spécialiste des cold cases, avait été spécialement détachée de Paris pour cette affaire qui prenait une dimension nationale. Au début, Antoine s'est montré courtois, même serviable, poursuivit Édouard. Il admirait cette femme érudite, si passionnée par l'histoire. Mais quand il a compris la nature exacte de ses recherches, tout a changé. Édouard expliqua alors que les Valmont avaient prospéré pendant l'occupation grâce à des relations privilégiées avec l'administration de Vichy et les forces allemandes. Le grand-père d'Antoine, Gustave Valmont, avait acquis plusieurs parcelles de vignobles appartenant à des familles juives contraintes à l'exil ou déportées. Après la libération, mon père a soigneusement construit une légende familiale plus acceptable, soupira Édouard. Il a prétendu avoir aidé la résistance, a fait valoir quelques actions mineures pour s'acheter une respectabilité. La vérité a été enterrée avec les actes notariés falsifiés. Cette version arrangée de l'histoire avait permis aux Valmont de conserver leur patrimoine et leur position sociale dans la Bourgogne d'après-guerre. Antoine, né en 1945, avait grandi dans ce mythe familial, devenant un notable respecté, conseiller municipal, puis président du syndicat viticole régional. « Mon fils vivait dans la terreur que le passé refasse surface », expliqua Édouard. Il avait bâti sa vie, sa réputation sur cette histoire familiale expurgée. Et soudain, cette professeure d'histoire fouillait dans nos archives, posait des questions aux anciens du village, consultait des documents que nous pensions disparus. Le récit du vieil homme s'interrompit un instant. Son regard se perdit par la fenêtre, vers les collines couvertes de vignes que l'automne teintait d'or et de pourpre. Le 14 octobre 1977, Antoine a appelé Hélène Bertrand. Il prétendait avoir retrouvé d'autres documents qui pourraient l'intéresser. Il lui a proposé de le retrouver après son dîner à la lisière du domaine près du bois des ombres.
La voix d'Édouard se brisa légèrement. Je n'étais pas présent cette nuit-là. J'ai appris ce qui s'est passé bien plus tard, en 1982, lorsqu'Antoine, rongé par l'alcool et la culpabilité, m'a tout avoué lors d'une nuit de Noël particulièrement sombre. Selon cette confession tardive, Antoine avait tenté de convaincre Hélène d'abandonner ses recherches, lui offrant d'abord de l'argent, puis la menaçant. La discussion avait dégénéré. Dans un accès de panique et de rage, il l'avait poussée violemment. Hélène était tombée, sa tête heurtant une pierre affleurant du sol. « Antoine m'a juré qu'il n'avait pas prémédité ce geste, » murmura Édouard. « Un accident tragique, disait-il, mais ses actions suivantes étaient, elles, parfaitement calculées. » Terrorisé par les conséquences, Antoine avait transporté le corps d'Hélène jusqu'à une parcelle isolée du domaine, où il l'avait enterrée à la hâte. Il avait ensuite déplacé la voiture d'Hélène jusqu'au chemin forestier, où elle fut retrouvée pour brouiller les pistes. Il a gardé quelques effets personnels, je ne sais pourquoi. Peut-être comme une forme morbide de trophée, ou plus simplement pour s'assurer qu'il ne serait pas découvert. Il les a enterrés ailleurs sur le domaine, à l'endroit précis où votre excavatrice les a retrouvés. Le lieutenant Keller intervint. « Monsieur Valmont, pourquoi n'avez-vous jamais révélé ces informations après la confession de votre fils ?» Le vieil homme baissa les yeux. « La lâcheté, lieutenant. La honte aussi. Et puis, Antoine était mon fils unique. Il était déjà malade. Le cancer qu'il a emporté en 1984 commençait à le ronger. J'ai choisi de protéger sa mémoire, de préserver notre nom. J'ai perpétué notre tradition familiale de silence et de dissimulation. « Où est enterrée Hélène Bertrand ?» demanda doucement Clara Dumas. « Dans ce que nous appelions le Clos des Cèdres, une petite parcelle à l'extrémité nord du domaine. C'était une terre argileuse qui n'a jamais donné de bon vin. Nous l'avons vendue en 1991 à un promoteur immobilier. Je crois qu'il y a maintenant des maisons, un petit lotissement. » Cette révélation déclencha une nouvelle phase dans l'enquête. Dès le lendemain, une équipe d'archéologues judiciaires et d'anthropologues médico-légaux fut déployée dans le lotissement désigné par Édouard Valmont. Les habitants furent temporairement relogés, pendant que des technologies de pointe, radars à pénétration de sol, imagerie thermique, détecteurs de métaux sophistiqués, sondaient méthodiquement chaque mètre carré. Pendant ce temps, le procureur annonçait officiellement la réouverture de l'enquête sur la disparition d'Hélène Bertrand, requalifiée en homicide. La nouvelle fit la une des journaux nationaux. Le mystère qui avait hanté la Bourgogne pendant plus de 40 ans semblait enfin sur le point d'être résolu. Lucie Vaillant, désormais journaliste confirmée, couvrait l'affaire pour un grand quotidien. Elle se rendait chaque jour sur le site des fouilles, observant le balai des experts en combinaison blanche. « C'est étrange », confia-t-elle à Clara Dumas lors d'une pause café. « J'ai consacré tant d'années à cette histoire, j'ai imaginé tant de scénarios, et maintenant que la vérité émerge, je ressens un mélange de soulagement et de vide, comme si une partie de ma vie s'achevait. » Le 4e jour des recherches, le 17 octobre 2019, exactement 42 ans et 3 jours après la disparition d'Hélène, un technicien s'immobilisa, le regard rivé sur l'écran de son radar à pénétration de sol. Une anomalie était clairement visible, à environ 1,60 mètres sous la surface, dans le jardin arrière d'un pavillon moderne. Les heures qui suivirent semblèrent s'étirer indéfiniment. Les équipes procédèrent avec une méticulosité presque rituelle, dégageant chaque couche de terre comme on tourne les pages d'un livre fragile et précieux. En fin d'après-midi, ils trouvèrent enfin ce qu'ils cherchaient. Les restes d'Hélène Bertrand reposaient dans cette terre bourguignonne depuis plus de 4 décennies, préservée par l'argile compacte qui avait limité la décomposition. Le médecin légiste, Dr Élise Morel, dirigeait les opérations de prélèvement avec respect et professionnalisme. « Notre travail n'est pas seulement scientifique », expliqua-t-elle plus tard lors d'une conférence médicale. Nous redonnons une identité, une dignité à quelqu'un qui en a été privé. C'est aussi un acte d'humanité. L'analyse des restes confirma formellement l'identité d'Hélène grâce à la comparaison ADN avec une mèche de cheveux que Jean-Paul avait conservée dans un médaillon.
Elle permit également de corroborer, dans ses grandes lignes, le récit d'Édouard Valmont. Une fracture sur l'os occipital indiquait un traumatisme crânien compatible avec une chute contre une surface dure. Elle n'a probablement pas souffert, assura le docteur Morel à Lucie, devenue par la force des choses la représentante morale de la famille Bertrand, dont tous les membres directs avaient disparu. Le décès a dû être presque instantané. Cette conclusion, bien que sinistre, apporta un certain apaisement. L'idée qu'Hélène n'avait pas enduré de longues souffrances atténuait légèrement l'horreur de sa fin. La nouvelle de la découverte se répandit comme une onde de choc à travers la Bourgogne et au-delà. Des fleurs commencèrent à s'accumuler devant le lycée Henri IV, où une génération entière d'élèves n'avait jamais connu Hélène Bertrand autrement que comme une légende locale. Parmi les personnes profondément affectées par ces révélations se trouvait Philippe Moreau, le conducteur d'excavatrice dont la machine avait déterré les premiers indices. Il se rendit spontanément à la gendarmerie pour témoigner de sa propre initiative. « Quand j'ai appris toute l'histoire, quelque chose s'est débloqué dans ma mémoire », expliqua-t-il au lieutenant Keller. « Je me suis souvenu que mon père, qui travaillait comme jardinier pour plusieurs domaines viticoles, rentrait parfois avec des histoires sur les Valmont. Il les mentionnait toujours à voix basse, comme si même les murs ne devaient pas entendre. Ce témoignage, bien que circonstanciel, s'ajouta à d'autres qui émergeaient maintenant que la vérité éclatait au grand jour. D'anciens employés du domaine Valmont, des voisins, des commerçants, tous se rappelaient soudain de détails, d'attitudes, de rumeurs qui, isolément, ne signifiaient rien, mais qui, assemblés, dessinaient le portrait d'un homme tourmenté par ses secrets. Antoine Valmont, décédé depuis 35 ans, ne pouvait plus être jugé par la justice des hommes. Mais son père, Édouard, bien que n'ayant pas participé directement au crime, fut mis en examen pour non-dénonciation de crime et entrave à la justice. « Je suis prêt à assumer ma responsabilité », déclara-t-il lors de sa mise en examen, assisté par un avocat et un médecin compte tenu de son âge avancé. « J'ai vécu trop longtemps avec ce secret. Je voudrais juste pouvoir demander pardon à cette femme et à sa famille avant de rejoindre mon Créateur. » Considérant son grand âge et son état de santé fragile, le tribunal décida d'une peine alternative à l'incarcération. Assignation à résidence dans sa maison de retraite, avec obligation de témoigner exhaustivement sur toutes les circonstances entourant la mort d'Hélène et les agissements de son fils. Ce processus de témoignage, étalé sur plusieurs semaines en raison de la fatigue du vieil homme, permit de reconstituer non seulement les événements de cette nuit d'octobre 1977, mais aussi le contexte plus large des recherches d'Hélène. Elle avait effectivement découvert des documents compromettants sur l'acquisition douteuse de certains vignobles par les Valmont pendant l'occupation. Plus troublant encore, elle avait mis au jour des preuves suggérant que Gustave Valmont aurait directement participé à la dénonciation de plusieurs familles juives de la région, dont les propriétés furent ensuite acquises à vil prix par sa famille. Hélène voulait écrire un livre qui rétablirait la vérité historique, expliqua Édouard. Elle ne cherchait pas à détruire notre famille, simplement à honorer la mémoire de ceux qui avaient été doublement victimes, dépossédés, puis effacés de l'histoire. Cette révélation donna une dimension supplémentaire à la tragédie. Hélène Bertrand n'était pas seulement une victime, elle était aussi une chercheuse de vérité, une voix pour ceux qui avaient été réduits au silence. Sa quête, interrompue brutalement en 1977, trouvait enfin un écho 42 ans plus tard. Pendant que la justice suivait son cours, la communauté dijonnaise se mobilisa pour honorer la mémoire d'Hélène de façon tangible et durable. Une cérémonie funéraire fut organisée à la cathédrale Saint-Bénigne, rassemblant une foule nombreuse d'anciens élèves désormais sexagénaires, des collègues retraités, des habitants touchés par cette histoire. Le maire de Dijon annonça la création d'une bourse d'études Hélène Bertrand pour soutenir les recherches en histoire locale, particulièrement sur les périodes sensibles comme l'occupation. Le lycée Henri IV rebaptisa sa bibliothèque à son nom, y installant une exposition permanente retraçant non seulement sa disparition et sa redécouverte, mais surtout sa vie
et ses contributions à l'éducation. « Nous avons trop longtemps défini Hélène Bertrand par son absence », déclara la proviseure lors de l'inauguration. « Il est temps de la célébrer pour sa présence, pour ce qu'elle a apporté à ses élèves et à notre compréhension de l'histoire. » Lucie Vaillant, qui avait tant contribué à maintenir l'affaire vivante, se trouva dans une position paradoxale. La résolution du mystère qui avait occupé une grande partie de sa carrière lui apportait une satisfaction professionnelle indéniable, mais aussi un sentiment de vide. Pendant des années, j'ai vécu avec Hélène, en quelque sorte, confia-t-elle lors d'une interview. Je pensais à elle chaque jour, j'imaginais ses derniers moments. Je cherchais des indices dans les moindres détails. Maintenant que nous connaissons la vérité, je ressens un mélange de soulagement et de deuil, le deuil d'une quête qui m'a défini pendant si longtemps. Elle choisit de canaliser ses émotions dans un nouveau livre, non pas sur le mystère de la disparition, mais sur la vie d'Hélène, ses recherches historiques et surtout sur l'importance de la vérité historique et de la mémoire collective. Pour ce projet, elle collabora étroitement avec les descendants des familles juives que les recherches d'Hélène avaient commencé à identifier. Certains vivaient désormais aux États-Unis, en Israël ou au Canada, ayant perdu tout lien avec leur patrimoine bourguignon. Le travail d'Hélène nous a rendu une partie de notre histoire familiale, témoigna Rachel Klein, petite fille d'un vigneron déporté en 1942. Ces recherches, même inachevées, nous ont permis de reconnecter avec nos racines, de comprendre pourquoi mon grand-père ne parlait jamais de la France, malgré l'amour évident qu'il portait à ce pays. Cette dimension réparatrice de la vérité historique donna un sens nouveau au destin tragique d'Hélène. Sa mort n'avait pas seulement été un crime individuel, mais aussi une tentative de perpétuer un effacement collectif de la mémoire. La justice progressait parallèlement sur un autre front. L'enquête approfondie sur les activités des Valmont pendant l'occupation conduisit le tribunal de grande instance de Dijon à ordonner la restitution symbolique de certaines parcelles de vignobles aux descendants des familles spoliées. Bien que la propriété effective ne pût être remise en cause après tant de décennies et plusieurs transferts légaux, des compensations financières furent négociées. « C'est un geste imparfait mais nécessaire », commenta le président du tribunal. La justice ne peut pas toujours réparer intégralement les torts du passé, mais elle peut reconnaître leur existence et offrir une forme de réparation morale. Cette décision créa un précédent juridique important pour d'autres cas similaires en France, où les spoliations de la période 1940-1944 n'avaient pas toujours été correctement adressées dans l'après-guerre. L'hiver 2019-2020 vit l'affaire Bertrand entrer dans une phase plus réflexive. Les premières émotions apaisées, la communauté bourguignonne commença à intégrer cette histoire dans une narrative plus large sur la mémoire, la vérité et la réconciliation. Des conférences universitaires furent organisées à l'Université de Bourgogne, abordant non seulement le cas spécifique d'Hélène Bertrand, mais aussi les mécanismes de silence et d'oubli collectif qui avaient permis à de tels secrets de perdurer. Notre région, comme beaucoup d'autres, a construit son après-guerre sur une amnésie sélective, expliqua la professeure Émilie Dardenne, historienne spécialiste de Vichy. Certaines familles ont été jugées pour collaboration, servant de boucs émissaires, pendant que d'autres, souvent plus influentes économiquement, ont pu réécrire leur histoire. Le travail d'Hélène Bertrand menaçait ce pacte tacite d'oubli. Au printemps 2020, un documentaire télévisé retraçant l'affaire fut diffusé sur une chaîne nationale touchant plus de 4 millions de téléspectateurs. Intitulé « 42 ans de silence », il présentait non seulement les aspects criminels de l'affaire, mais explorait aussi ses ramifications historiques, sociales et éthiques. Le réalisateur, Thomas Mercier, avait choisi une approche contemplative plutôt que sensationnaliste. « Je ne voulais pas faire un simple true crime », expliqua-t-il. « Cette histoire parle de notre rapport collectif à la vérité, de notre capacité à regarder en face les chapitres sombres de notre passé. » Pendant ce temps, Édouard Valmont, dont la santé déclinait rapidement, continuait de collaborer avec les autorités. Sentant sa fin proche, il fit don de l'intégralité des archives familiales restantes aux archives départementales de la Côte d'Or,
avec instruction de les rendre intégralement accessibles aux chercheurs. « Je ne peux pas réparer ce que 3 générations de Valmont ont fait », déclara-t-il dans une lettre accompagnant ce don. « Mais je peux au moins m'assurer que la vérité ne sera plus enterrée. » Il s'éteignit paisiblement dans son sommeil en juin 2020, quelques jours après avoir terminé son dernier témoignage devant le juge d'instruction. L'été 2020 marqua une étape symbolique importante. Les restes d'Hélène Bertrand, après avoir fait l'objet de toutes les analyses nécessaires, furent enfin inhumés au cimetière de Dijon, dans un caveau familial où reposaient déjà ses parents. La cérémonie, sobre mais émouvante, rassembla une dernière fois tous ceux qui avaient été touchés par cette histoire. Enquêteurs, journalistes, anciens élèves, historiens et simples citoyens émus par ce destin tragique. Lucie Vaillant y déposa une rose blanche sur le cercueil, murmurant un simple merci à celle qui, sans le savoir, avait tant influencé sa vie et sa carrière. Le lieutenant Keller et la capitaine Dumas, représentant les forces de l'ordre, déposèrent une gerbe officielle, rare hommage à une victime civile. « Cette affaire nous rappelle que le temps n'efface pas les crimes », déclara sobrement Keller. La vérité finit toujours par émerger, même après 4 décennies. À l'automne 2020, une plaque commémorative fut dévoilée à l'entrée du Bois des Ombres, désormais classé espace naturel protégé. L'inscription, simple mais puissante, disait « À la mémoire d'Hélène Bertrand, 1935-1977, professeure et chercheuse de vérité. L'histoire n'est jamais écrite définitivement. » Cette citation, tirée de son dernier cours, prenait désormais une résonance particulière. Hélène avait involontairement démontré la véracité de ses propres paroles. L'histoire, même enterrée, trouve toujours un chemin vers la lumière. Le livre de Lucie Vaillant, intitulé « La professeure et les vignes du silence », paru en novembre 2020. Plus qu'une simple chronique de l'affaire, il offrait une méditation profonde sur la mémoire collective, la responsabilité historique et le courage intellectuel. Hélène Bertrand n'était pas une héroïne au sens conventionnel, écrivait Lucie dans sa conclusion. Elle était simplement une femme intègre qui croyait en l'importance de la vérité historique. Cette conviction lui a coûté la vie, mais a finalement triomphé, bien au-delà de ce qu'elle aurait pu imaginer. Le livre devint un best-seller national, traduit en plusieurs langues, touchant des lecteurs bien au-delà des frontières de la Bourgogne. Il inspira également plusieurs programmes éducatifs dans les lycées français, encourageant les élèves à explorer l'histoire locale et à questionner les récits établis. En décembre 2020, une découverte inattendue ajouta une touche finale à cette histoire. En cataloguant les archives Valmont, une archiviste tomba sur une enveloppe scellée, adressée à qui trouvera la vérité sur Hélène Bertrand. À l'intérieur se trouvait une lettre manuscrite d'Antoine Valmont, datée de décembre 1983, quelques semaines avant sa mort. Il y confessait son crime, détaillant les événements de cette nuit d'octobre 1977 avec une précision clinique qui confirmait les conclusions de l'enquête moderne. Mais la lettre révélait aussi un élément nouveau. Antoine avait développé une fascination malsaine pour Hélène bien avant leur confrontation fatale. Il l'observait depuis des mois, collectant des informations sur sa vie, sa routine, ses habitudes. « Je l'admirais et la craignais tout à la fois », écrivait-il. Elle représentait tout ce que je n'étais pas, intègre, courageuse, brillante. Sa détermination à révéler la vérité sur ma famille n'était qu'un aspect de ce qui m'attirait et me terrifiait chez elle. Cette révélation jeta une lumière nouvelle sur la dynamique qui avait conduit au drame. Ce n'était pas seulement la peur du scandale qui avait motivé Antoine, mais un mélange complexe d'obsession, d'admiration torturée et de ressentiment. La lettre se terminait par ces mots troublants. « Je meurs avec le poids de mon crime, mais aussi avec la certitude que la vérité émergera un jour. Peut-être est-ce ma punition la plus appropriée, savoir que tout ce que j'ai tenté de préserver sera finalement exposé à la lumière. » Cette confession posthume, rendue publique début 2021, apporta une forme de clôture définitive à l'affaire. Les dernières zones d'ombre étaient désormais éclairées. Le puzzle, incomplet pendant 42 ans, était enfin assemblé.
Le printemps 2021 vit une initiative touchante prendre forme. Les anciens élèves d'Hélène de l'année 1977, désormais sexagénaires, organisèrent une réunion spéciale au lycée Henri IV. Ils invitèrent également les élèves actuels, des classes d'histoire, pour créer un pont entre les générations. Madame Bertrand nous a appris à penser par nous-mêmes, à questionner les vérités établies, témoigna Martine Dufour, aujourd'hui grand-mère et elle-même ancienne enseignante. Son influence a façonné nos vies bien plus que nous ne l'imaginions à l'époque. Les jeunes élèves, nés plus de 20 ans après la disparition d'Hélène, écoutaient avec fascination ces témoignages d'un autre temps. Pour eux, cette histoire avait une dimension presque mythique, tout en restant profondément ancrée dans leur réalité locale. C'est étrange de penser qu'elle a marché dans ces mêmes couloirs, enseigné dans ces mêmes salles, confia Emma, élève de terminale. Son histoire me fait réfléchir à l'importance de la vérité historique, mais aussi à la façon dont le passé continue d'influencer notre présent. Cette continuité entre passé et présent, entre différentes générations d'élèves et de citoyens, devint l'un des legs les plus précieux de l'affaire Bertrand. Au-delà du drame individuel, elle avait créé un espace de réflexion collective sur la mémoire, la responsabilité et la vérité. En septembre 2021, près de 2 ans après la découverte initiale sur le chantier routier, une cérémonie sobre mais significative eut lieu à Dijon. La ville inaugurait l'espace Hélène Bertrand, un centre de documentation et de recherche dédié à l'histoire de la Bourgogne pendant la Seconde Guerre mondiale. Hébergé dans un bâtiment art déco rénové, ce centre rassemblait non seulement les archives Valmont, mais aussi de nombreux documents sur la période de l'occupation dans la région. Il offrait un espace où chercheurs, étudiants et citoyens pouvaient explorer cette histoire complexe dans toutes ses dimensions. Cet espace est notre façon de terminer le travail qu'Hélène Bertrand avait commencé, déclara le maire lors de l'inauguration. C'est aussi notre engagement collectif envers la vérité historique, aussi inconfortable soit-elle. Parmi les premiers visiteurs se trouvaient plusieurs descendants des familles juives que les recherches d'Hélène avaient commencé à identifier. Pour eux, ce lieu représentait une forme de reconnaissance et de justice, même tardive. Ma grand-mère est morte sans jamais revoir la Bourgogne, emportant avec elle la douleur d'avoir été non seulement dépossédée, mais aussi effacée de l'histoire locale, témoigna David Stern, petit-fils d'un vigneron déporté. Aujourd'hui, je sens que son histoire, notre histoire, retrouve enfin sa place dans la mémoire collective. Le centre accueillait également une exposition permanente sur l'affaire Bertrand elle-même, présentant non pas les aspects sensationnels du crime, mais plutôt son impact sur la communauté et les questions éthiques qu'elle soulevait. Comment une société gère-t-elle ces zones d'ombre? Comment la vérité finit-elle par émerger malgré les efforts pour l'enterrer? Philippe Moreau, le conducteur d'excavatrice dont la machine avait mis au jour les premiers indices, devint un visiteur régulier de cet espace. Je me sens connecté à cette histoire d'une façon que je ne peux pas vraiment expliquer, confia-t-il. Comme si le destin m'avait choisi pour être l'instrument qui a finalement révélé la vérité. Cette notion de destin, ou peut-être simplement de justice poétique, résonnait profondément dans toute cette affaire. Qu'un simple chantier routier ait révélé un secret enfoui depuis 4 décennies semblait porteur d'une signification presque métaphysique. Lucie Vaillant, dont la carrière et la vie avaient été si profondément influencées par cette histoire, exprima cette idée lors d'une conférence à la Sorbonne en décembre 2021. Il y a dans cette affaire quelque chose qui dépasse la simple chaîne de causes et d'effets. Comme si la vérité elle-même était une force vivante, patiente mais inexorable, attendant le moment propice pour se manifester. Sa conférence, intitulée « Le temps de la vérité », explorait comment certaines vérités historiques nécessitent parfois des décennies, voire des siècles, pour émerger pleinement. Ce n'est pas seulement une question de découverte factuelle, expliqua-t-elle. C'est aussi une question de maturité collective, de capacité sociétale à regarder en face certaines réalités inconfortables. L'année 2022 vit la conclusion judiciaire formelle de l'affaire avec le classement définitif du dossier.
Un rapport exhaustif fut publié, détaillant l'ensemble des preuves, témoignages et conclusions. Ce document de plus de 300 pages devenait ainsi non seulement la conclusion d'une enquête criminelle, mais aussi une ressource historique précieuse pour les générations futures. Certaines affaires ne connaissent jamais de résolution complète, écrivait le procureur dans sa conclusion. Le cas Bertrand, malgré son dénouement tardif, nous rappelle l'importance de la persévérance dans la recherche de la vérité et de la justice, indépendamment du temps écoulé. Cette persévérance avait en effet caractérisé toute l'histoire, celle d'Hélène dans ses recherches historiques, celle de son frère Jean-Paul dans sa quête de vérité, celle de Lucie Vaillant dans son travail journalistique, et finalement celle des enquêteurs modernes qui avaient repris ce cold case avec détermination. Au printemps 2022, une cérémonie simple mais émouvante eut lieu au cimetière de Dijon. Une nouvelle pierre tombale fut installée sur la sépulture d'Hélène, remplaçant la plaque provisoire par un monument plus durable. L'inscription, choisie collectivement par tous ceux qui avaient été touchés par cette histoire, disait simplement « Hélène Bertrand, 1935-1977. Professeure, historienne, chercheuse de vérité, la vérité patiente, mais n'oublie jamais. » Cette épitaphe, inspirée par ses propres paroles sur la nature de l'histoire, semblait parfaitement capturer l'essence de son héritage. Car si Hélène Bertrand avait été réduite au silence pendant 42 ans, sa quête de vérité avait finalement triomphé, transformant profondément sa communauté et au-delà. L'affaire Bertrand était devenue plus qu'un simple fait divers ou qu'une enquête criminelle. Elle s'était transformée en un symbole puissant de la résilience de la vérité face aux forces d'effacement et d'oubli, en une leçon sur l'importance de la mémoire historique et en un rappel que la justice, bien que parfois lente, finit toujours par trouver son chemin. Comme l'écrivit Lucie Vaillant dans l'épilogue de son livre, l'histoire d'Hélène nous enseigne que la vérité ne peut jamais être véritablement enterrée. Elle attend, patiente comme les grands vins de Bourgogne, jusqu'au moment où elle peut enfin révéler toute sa profondeur, car si la justice peut tarder, elle n'oublie jamais.